quand j'étais à Paris, que j'ai assisté à cette conférence atelier de 2 jours avec l'honorable Bessel van der Kolk, donc un psychiatre américain, 80 ans, qui est un spécialiste du trauma, qui a commencé, quand il était dans les années 70, à travailler en institution et à s'occuper de personnes qui revenaient de la guerre, les soldats dans des états psychiques absolument atroces. Très rapidement, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas dans ses outils de quoi les apaiser ou leur permettre de reprendre une vie normale. Donc ça l'a beaucoup questionné, comme c'est un homme de bien, il a beaucoup travaillé sur cette question. Il est remonté dans l'histoire pour voir de quand ça date, ces histoires de trauma. Et il s'est rendu compte que au moment de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale plutôt, en France, il y avait un trouble qu'on appelait l'obusite. C'est quand il y a des obus qui explosent à côté de nous, que bien évidemment, ça nous rend un tout petit peu sensibles à la peur de s'en rechoper un. Et en fait, l'armée française refusait de reconnaître ce trouble. Parce que s'ils l'avaient reconnu, d'une part, ça les obligeait à prendre en charge les personnes qui en souffraient, et d'autre part, ça faisait moins de soldats aptes à retourner à la guerre. Donc ça ne leur convenait pas du tout. Et en fait, l'histoire du trauma, dans toute l'histoire de l'humanité, c'est un peu ça. C'est-à-dire ne pas reconnaître ce qui nous fait souffrir parce qu'on a besoin que l'homme soit productif et qu'il continue à fonctionner quoi qu'il arrive. Et donc ça, c'était la petite parenthèse sur une des raisons pour lesquelles j'aime particulièrement Bessel van der Kolk, c'est qu'il a mis ça en lumière. Il a beaucoup travaillé sur le trauma. C'est lui qui a beaucoup réintégré toutes les approches psychocorporelles quand il s'est rendu compte qu'en fait, il y a des moyens de se sortir du trauma en passant par le corps, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et lui, il va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas seulement le fait de faire de l'EFT, de l'EMDR ou des techniques comme ça, mais aussi le yoga, le qigong, le tai chi, toutes les approches où on va sentir son volume, son corps, pour pouvoir sortir de la dissociation, donc réentrer en connexion avec son environnement, ce qu'on perçoit, tous les aspects sensoriels, et comment on se remet en mouvement à l'intérieur de ça pour que l'énergie circule. Et ça peut intégrer aussi la musique. Il y a certaines musiques qui nous font cet effet-là, de remettre en mouvement et de nous permettre de faire circuler. Enfin bref, il y a plein de choses. Et on n'est pas du tout limité à la prise de médicaments, qui était ce qu'il faisait avant, et lui-même l'a beaucoup fait, il a beaucoup prescrit. Et quand il s'est rendu compte que les mecs ils se transformaient en zombies et qu'ils ne pouvaient pas reprendre une vie normale dans la société, ça ne lui convenait pas, et du coup il est allé beaucoup plus loin. Et alors pendant cette conférence, à un moment donné, il a dit un truc super drôle, enfin super drôle. Il parlait de la biologie de l'attachement, qui a d'abord été une théorie de l'attachement et qui est devenue ensuite la biologie de l'attachement. C'est-à-dire que dans la petite enfance, le bébé va développer un attachement avec les figures qui sont autour de lui, les figures d'attachement. Il va développer 1 ou 2 attachements quand tout va bien, ou pas. Et en fonction des blessures d'attachement, ça va fabriquer une personnalité qui va s'exprimer de manière très différente dans la vie. Et donc, quand Bessel a parlé des Anglais en disant les spécialistes de l'attachement sont des Anglais, et là il a fait une grosse blague qui n'est pas une blague en fait, il a dit pourquoi ce sont des Anglais, et il a dit parce que là-bas à l'époque il n'y avait pas de mère, c'est-à-dire que les bébés étaient confiés aux nurses. Donc le père il bosse, la maman elle s'occupe pas de l'enfant, elle joue au bridge avec ses copines, et c'est la nourrice qui s'occupe du bébé. Donc le bébé, si tout va bien, va se servir de la nourrice comme figure d'attachement, mais c'est pas dit. Si bien que ça a créé beaucoup de spécialistes de l'attachement là-bas en Angleterre à cause de ce mode éducatif-là. Tout comme sur la question de est-ce qu'on doit emmailloter les bébés et les laisser tout seuls dans le berceau. On a fait ça pendant très longtemps et ça crée des personnalités assez dissociées. Nettement moins parce que maintenant on sait que en fait, le bébé a vraiment besoin du contact. Contact avec moi, l'autre. Je vois pas ça hein. Aujourd'hui, Ah bon je les vois, il est, comment on dit, les emmaille. En maillotte, oui. Ouais. Et en fait, ils les laissent pleurer parce qu'ils savent que s'ils viennent à chaque fois, c'est pas bon non plus, quoi. Donc, je sais pas. Hein. Alors, on va dire que ça se sait, mais que tout le monde ne le met pas en pratique, du coup, puisque tu me dis ça. Mais en tout cas, ça se sait, que c'est pas la bonne manière de faire pour permettre à l'enfant de fabriquer son attachement et d'avoir un système de sécurité intérieure qui fonctionne. Donc, c'est comme la biologie polyvagale, ça se sait maintenant très largement scientifiquement, pour autant, la plupart des médecins en prennent. La biologie polyvagale,
C'est comment les nerfs pneumogastriques qui partent de l'estomac et qui remontent tout le long du corps jusque derrière l'oreille gauche permettent à notre système intérieur de se réguler. C'est une réaction physiologique. Quand je parlais tout à l'heure du cerveau reptilien, limbique et du néocortex, c'est à ce niveau-là que ça se passe. C'est-à-dire qu'en gros, il y a la pédale d'accélérateur et de frein. Je cours un danger, j'appuie sur l'accélérateur, je m'enfuis ou je combats. Si mes ressources sont dépassées, je passe en dorsale. C'est-à-dire que l'énergie se vide de là et là, j'ai moins de réactions nerveuses au cas où le lion, il m'a chopé, il va me bouffer. C'est comme ça que ça se passe. Donc la biologie polyvagale, elle est étudiée depuis les années 70. À l'époque, c'était une théorie. Maintenant, ce n'est plus une théorie, c'est de la biologie. Pour autant, la plupart des médecins n'apprennent pas ça dans les facs de médecine. Ni les techniques de désensibilisation comme le FT, le MDR et tout ça, ça commence à peine. En fait, à la fac de Lyon, ça fait 2 ou 3 ans que Jean-Michel Guret, auprès de qui je me suis formé, l'enseigne à des médecins. Mais c'est un tout petit truc, mais c'est bien. Ils ont déjà. Module, mais c'est déjà bien. Ouais, mais c'est super bien. Et il y a une autre fac qui est dans l'Est, Pierre Janet, où il y a maintenant un module de FT qui commence à exister cette année et qui va former justement tous ceux qui ne le faisaient pas, donc qui peut former des médecins, des psychologues, etc., etc. Mais ça ne fait pas partie du programme. C'est optionnel, c'est-à-dire ils demandent à le faire en plus. Mais ça veut dire que c'est en train de se faire petit à petit. Et donc, bref, en repartant de ce qu'a dit Bessel pendant la conférence, ça m'a invité à me questionner sur l'aspect colonial de la psychologie. C'est-à-dire que, en pensant à ça, je me suis dit, mais en fait, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est trouver des trucs qui marchent. Donc, je me suis toujours concentré là-dessus. Et plusieurs fois, j'ai entendu dans mon entourage, ah oui, mais c'est que des anglo-saxons, ou oui, dans les thérapies de 4e vague, ce ne sont quasiment que des anglo-saxons. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a eu les États-Unis et qu'aux États-Unis sont venus s'installer des gens qui venaient d'un peu tous les pays. Beaucoup d'Européens, mais beaucoup d'ethnies différentes. Et comme il fallait construire quelque chose culturellement, ils y sont allés tranquillement, en se disant de toute façon, nous, on n'a pas de passé, on démarre d'une feuille blanche, donc on peut tout se permettre, donc allons-y. Et du coup, ça a permis l'éclosion de plein de choses. Pendant que nous, ici, de ce côté-là de l'Occident, on était dans la psychanalyse, donc avec des approches purement mentales, dans lesquelles on reste dans le mental, on parle, mais ce qui se passe dans le corps, on s'en fout complètement, et surtout, ni on le comprend, ni on est capable d'y faire quoi que ce soit. Et c'est encore toujours un peu le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que la psychanalyse a toujours autant de poids en France et dans très peu d'autres endroits du monde, un petit peu en Israël, mais c'est à peu près tout. Partout ailleurs, ce sont des approches psychocorporelles qui maintenant sont pratiquées. La France continue à résister très fort à tout ça, mais va finir par être emportée dans le bateau comme tout le monde, puisque ça finit toujours par se faire, donc il faut faire confiance au processus. Mais donc bref, je me suis posé cette question en pensant à ces Anglais qui n'ont pas de mère et qui développent une compréhension de l'attachement, et je me suis dit en fait, ça démarre quand tout ça ? Quand est-ce qu'on commence à s'interroger sur comment je vais, pourquoi je vais pas bien si je vais pas bien, etc. C'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Et il y a une partie de ce mot psychologie qui vient de psyché, qui signifie en gros le souffle de l'âme, le souffle de l'esprit. Et en fait, c'est comment je sens ce souffle de l'esprit à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça me fait, et quand est-ce qu'on a commencé à se poser ces questions-là. Et au début, j'ai commencé à chercher, donc il y a 2 jours, et j'avais démarré à Pierre Janet, qui est très peu connu. C'est en même temps que Freud, sauf que Pierre Janet, il avait tout de suite trouvé la question de stabiliser le patient, le ramener dans un espace de sécurité, le désensibiliser, passer par le corps. Pendant que Freud était il était neurologue, donc lui, il est tout de suite allé dans le mental et il est resté dans le champ du mental. Donc c'est vraiment 2 directions diamétralement opposées, mais on a retenu Freud et Pierre Janet très peu, sauf les thérapeutes qui sont formés à tout ça et qui, du coup, le ramènent sur le devant de la scène aujourd'hui, parce qu'en fait, lui a posé les bases de toutes les formes psychothérapeutiques modernes. Un peu comme à l'époque entre Lamarck et Darwin, où Darwin, on a retenu de lui que ce qui fait qu'une espèce fonctionne, c'est l'esprit de compétition. En fait, Darwin, il avait aussi parlé de coopération, mais nettement moins que Lamarck, qui lui ne parlait que de ça. Et aujourd'hui, Lamarck est en train de redevenir en grâce, tout comme Pierre Janet. C'est-à-dire qu'on comprend qu'on n'est jamais séparé des autres, tout est connecté.
On fonctionne par des systèmes d'interrelation, et cette interrelation, elle s'inscrit dans les nerfs vagues. C'est-à-dire qu'avant tout, quand on est là dans une salle, nos nerfs vagues sont connectés les uns aux autres. Et c'est ça qui fait qu'on peut se réguler ou se déréguler. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui se met à hurler dans la salle d'un coup, effet de surprise, tous nos nerfs vagues ils vont faire... Et on va tous se retrouver activés. Par contre, quand on a fait tout à l'heure ce truc d'aller se connecter à l'amour plus grand que soi, tous nos proches, etc., vous avez probablement tous senti un truc qui s'installait dans la salle qui était très différent. Donc bref, au départ j'en étais à Pierre-Janet, donc début 1900, et puis à un moment donné je me suis dit mais en fait c'est une vision très très occidentale ça. Qu'est-ce qui s'est passé ailleurs dans le monde? Et du coup j'ai cherché, et je suis remonté aux Grecs, mais je suis remonté aussi aux Indiens avec les Védas, je suis remonté à la sagesse chinoise avec tous les textes de Confucius et Lao Tzu, et en fait ça remonte encore avant, c'est-à-dire que ça commence chez les Sumériens. Ça commence chez les chamans. Toutes les traditions chamaniques du monde, c'est ça. C'est une manière de questionner en se représentant des forces externes à soi qui agissent sur notre intérieur, notre rapport au monde, notre relation au monde. Et du coup, c'est une tradition beaucoup plus ancienne que ce qu'on peut penser si on décolonise le truc, c'est-à-dire si on voit toute l'histoire. Et c'est absolument passionnant. En Égypte, il y a 5000 ans, il y avait ce qu'on appelle l'école des mystères. Il y a eu la même chose en Grèce, c'est-à-dire des lieux dans lesquels c'était à travers la spiritualité, mais c'était des écoles de connaissance du soi. C'est-à-dire que le but, c'était d'aller dans ces profondeurs, de regarder la boue dans laquelle les racines du lotus sont plantées, donc toutes nos émotions les moins sympas, tous les côtés où on se trouve tout petit, un peu nul, un peu ci, un peu ça, un peu honteux, un peu coupable, un peu... Enfin voilà, tout ce qu'on n'a pas trop envie de regarder parce qu'on se dit... Non, moi je veux de la joie, je veux du bonheur, je veux que ça roule. Donc ça, c'est pas moi, ça me regarde pas. Et même si ça sort par moment, vite, on active un pompier et on essaye de passer à autre chose. Alors que ça fait partie du même processus. Par exemple, si on veut vraiment expérimenter, connaître ce qu'est l'amour, il faut regarder de l'autre côté la peur. C'est-à-dire que quand j'ai très peur, je suis plus du tout dans l'amour, je suis dans la survie. Par contre, si j'ai de moins en moins peur, je peux aller de plus en plus dans l'amour. C'est-à-dire que c'est par cette polarité-là qu'on peut expérimenter le monde. Et c'est ce qu'on retrouve dans le symbole yin-yang. N'est-ce pas, Sylvie? C'est-à-dire que au plus fort de la nuit, le jour commence à poindre. C'est la petite tache blanche dans la partie noire. Et au milieu de la journée, l'obscurité commence à arriver. C'est le petit point noir dans le côté blanc. Et ce symbole yin-yang, il n'est pas en 2 dimensions, il est en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette rotation, c'est la rotation du Tao. Et il y a ce mouvement-là en nous. Ce mouvement-là que parfois, par notre mental, on fige. C'est-à-dire que quand on commence à devenir très attaché à un certain type d'émotion, parce qu'on a identifié que ces émotions, c'est la personne que nous sommes, parce qu'on a créé cette personnalité-là dans l'enfance, et c'est la même chose pour l'amour, par exemple. La relation qu'ont eu nos parents, qui sont nos figures d'attachement principales, même si on se sent détaché d'eux pour plein de raisons qui peuvent être traumatiques ou pas, mais peu importe, elle a créé un certain cocktail neurochimique à l'intérieur de nous, qui est ce cocktail-là, notre définition de l'amour, et qu'on va essayer d'aller retrouver plus tard, inconsciemment. Après, on va coller dessus tout un tas de trucs culturelle, il ou elle me plaît parce qu'elle est comme ci, comme ça, des cheveux comme ci, comme ça, il a dit ça, il se comporte comme ça. Et... En fait, très inconsciemment, il y a ce truc de ce cocktail neurochimique qu'on va chercher à retrouver parce que c'est ce qu'on a connu. Donc si ça a été très difficile entre les parents, on va aller chercher une personne avec qui on va se donner l'occasion de traverser ça pour aller au bout du trauma. Aller au bout du trauma, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, le moment où le corps se secoue, il évacue tout ça, il va au bout de la souffrance qui avait été emmagasinée, qui s'est transformée en représentation, qui s'est transformée en croyance limitante, qui s'est transformée en une manière de vivre le monde pour revenir dans l'océan de paix du quotidien où je peux redémarrer d'une page blanche. Après, il y a un niveau encore plus profond au niveau de l'ADN. Quand le partenaire est un partenaire de vie, les ADN sont très différents l'un de l'autre parce que l'espèce, la biologie en nous, sent ça et va chercher quelqu'un avec qui le jeu génétique va pouvoir se redéployer dans plein de configurations possibles.
C'est-à-dire qu'en nous, de manière souterraine, il y a plein de choses qui s'activent. Maintenant, pour en revenir au niveau de la conscience, l'aventure de compréhension de la conscience, donc qui démarre chez les Sumériens, avec l'école des mystères en Égypte, ensuite chez les Grecs, chez les Indiens, avec les Védas, presque partout, elle pose la même question, c'est-à-dire sur le temple de Delphes, il y a écrit « Connais-toi toi-même ». Se connaître soi-même, c'est ce par quoi on peut connaître à la fois notre intérieur, mais aussi notre extérieur. Notre extérieur, il est une représentation de ce que nous sommes à l'intérieur. C'est-à-dire que si je reviens de la guerre, même si je suis en ville et que tout va bien, dans ma tête, c'est la guerre. Donc je continue à vivre dans la guerre, même si je suis revenu dans un endroit où il ne se passe rien. Il y a une phrase de Joe Dispenza que j'aime beaucoup, il dit « Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous le voyons tel que nous sommes ». Et ce tel que nous sommes, il est conditionné par notre neuroception, c'est-à-dire notre perception à travers le nerf vague, à travers ce corps physique et énergétique qui est le nôtre, comment notre cerveau l'interprète, il le transforme en émotion, en représentation intérieure en fonction de ce qu'on a vécu. Donc encore une fois, l'idée c'est de réussir à se débarrasser des programmes pour pouvoir accueillir son présent et se sentir bien dans ce présent. Donc, si on passe sur les différentes traditions qui ont toutes travaillé sur ça, sur cette connaissance, sur qu'est-ce que c'est qu'être heureux, qu'est-ce qu'on vise, c'était des écoles spirituelles, mais la spiritualité, c'était une école de connaissance qui aujourd'hui s'appellerait école de psychologie. C'est juste que c'était le mot de l'époque. C'est dans ces endroits-là qu'on se questionnait sur notre rapport au monde, sur ce qu'on est, sur ce qu'on vit, sur comment atteindre un certain équilibre de l'âme. Et donc il y avait tout un tas de pratiques qui pouvaient être, par exemple chez les Indiens, vous connaissez ça tous par cœur, réciter des mantras. Quand on récite un mantra, on n'est pas simplement en train de chanter un truc. On se connecte à la substance du mot, à son pouvoir, au fait qu'il ait été répété par plein de gens. Il y a une énergie derrière ce mot, et puis il y a toute la connaissance qui est derrière, qui va infuser à travers ça, et va produire quelque chose à l'intérieur du corps. Et le but, c'est de réussir à changer son état. Alors qu'on le fasse à travers un mantra, à travers une respiration, à travers la récitation d'une prière, à travers la connexion à l'autre, à travers la connaissance approfondie de comment ça marche au niveau de mes émotions à l'intérieur, le but, il est presque toujours le même, c'est-à-dire réussir à atteindre la paix. Et pour atteindre cette paix, si on remonte maintenant de toutes ces différentes écoles qui nous montrent qu'en fait on cherche ça depuis toujours, depuis qu'on est homme, c'est-à-dire depuis qu'on a cette capacité à réfléchir, c'est-à-dire se voir à distance et pouvoir poser un regard séparé de soi, si tant est que ça soit possible. Au départ, il y avait l'animisme, c'est-à-dire qu'on pensait que tout était doué d'intelligence, et puis on est passé par plein de courants qui nous ont amenés à « je pense, donc je suis ». Alors cette phrase, elle est hyper intéressante, parce que d'abord, qu'est-ce qu'il pense précisément, puisqu'on n'a toujours pas pu déterminer où se trouve la conscience dans le corps. On sait aujourd'hui que dans les intestins, il y a des colonies de bactéries qui pensent, elles aussi, et que quand on fait des greffes de bactéries d'une personne qui va bien vers une personne qui ne va pas bien, qui est dépressive, d'un seul coup, elle est plus dépressive. Donc, qu'est-ce qu'il pense? La question, elle est hyper intéressante, parce que si on se voit comme une sorte d'océan biologique dans lequel il y a plein de courants sur lesquels on navigue et à partir desquels notre focus de conscience peut nous amener à nous voir d'une certaine manière et ensuite à nous agir d'une certaine manière pour aller retrouver un certain calme dans cet océan-là, ça invite d'une part à l'humilité, c'est-à-dire à sentir que ce corps, âme, esprit est multiple et que psychiquement, ce qu'on expérimente, c'est aussi multiple. C'est-à-dire que dans l'enfance, quand on met en place des programmes, on crée comme des petits enfants intérieurs qui sont des parts de nous-mêmes qui vont avoir leur propre autonomie. Quand un homme de 70 ans qui a parfaitement réussi sa vie, qui est grand capitaine d'industrie, pour qui tout roule, pique une énorme crise de colère comme un enfant de 5 ans à qui on vient de prendre son jouet, c'est un enfant de 5 ans qui a pris possession du volant. C'est comme dans le film Vice Versa, que je cite toujours. Ce film a été écrit en prenant en compte les toutes dernières connaissances des thérapies de 4e vague et du système familial intérieur. C'est-à-dire qu'en nous, il y a plein de petites parts, toutes les petites parts qui sont dans les émotions les moins chouettes, on va dire, donc la colère, le jugement de soi, le jugement de l'autre, l'avidité, la peur,
toutes ces parts-là se créent dans l'enfance, quand je n'ai pas réussi à obtenir la satisfaction de mes besoins. À travers la biologie de l'attachement, on a pu observer que on pensait que le besoin fondamental, c'était la nourriture. On a découvert que non, c'est pas la nourriture, c'est l'affection. C'est-à-dire que quand un bébé a le choix entre se nourrir et aller chercher un câlin, il va chercher un câlin. Donc ça nous dit plein de choses sur nous-mêmes. C'est quand même toujours un besoin fondamental de se nourrir, mais c'est encore plus fondamental d'aimer et de se sentir aimé. Et donc ces petites parts de nous qui se sont créées quand elles ont estimé qu'elles n'étaient pas aimées comme elles le souhaitaient, ça n'est pas dire du mal d'aucun parent que de dire ça, parce qu'en fait on peut éprouver ça même dans des situations d'éducation tout à fait normales, parce que c'est notre représentation intérieure et qu'elle se crée sur la base de plein de choses, y compris les différentes vies qui étaient là avant nous. On a découvert que ça s'exprime jusqu'à 3 générations avant nous. Donc on arrive chargé de papa, maman, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, et ce qui leur est arrivé, ça passe à travers notre ADN, et on n'a pas tout, mais on en a des traces. Et on peut avoir une phobie d'un truc complètement absurde, et on ne sait pas d'où ça vient. Et parfois, en séance, il arrive qu'on retombe dessus. C'est-à-dire la personne est dans un état un petit peu dissocié, créé par la méditation, et puis d'un seul coup, il y a un truc qui revient, et elle sent que c'est pas elle. Pourtant, ça passe à travers elle. Donc on le désensibilise, et puis du coup, ça s'en va. Mais c'est hyper intéressant de voir ça, parce que du coup, ça nous redonne une possibilité d'amour de soi qui est beaucoup plus forte. Parce que les 2 émotions les plus difficiles, en fait, sont la honte et la culpabilité. Donc si dans ce que je fais, il y a une part de moi qui a honte, parce qu'elle a soit hérité de ça par sa famille, ou qu'elle l'a développé dans son enfance parce qu'il s'est passé telle ou telle chose, la vie n'est pas facile. Parce qu'au-dessus, il y a un pompier qui vient s'installer, qui lui va utiliser des comportements d'addiction, va peut-être utiliser la colère, va peut-être utiliser le jugement culpabilisant sur l'autre. Et bien souvent, c'est très intéressant de voir comment ce qu'on voit chez l'autre est un miroir de ce qui se passe en nous, et d'essayer de naviguer à travers ça. Parce que ça peut être 2 choses. Ça peut être soit ce que je vois chez l'autre, c'est quelque chose que je ne m'autorise pas assez à être, soit ce que je vois chez l'autre, c'est vraiment que je lui reproche d'être ça, mais dans ce cas-là, pourquoi ? Et puis aller naviguer à travers ça pour essayer toujours de se connaître mieux soi-même et d'en faire quelque chose. Je poursuis la parenthèse avec donc Pierre Janet, qui est contemporain de Freud et qui lui a tout de suite vu ce truc de la dissociation et du trauma. C'est-à-dire, et vous en avez certainement croisé dans votre vie, des personnes qui sont toujours comme ça, c'est-à-dire elles sont là mais elles ne sont pas là, elles sont absentes, on ne sait pas où elles sont, elles n'habitent pas leur corps. Elles interagissent, mais c'est comme presque des fantômes. En fait, ça ne veut pas dire que la personne elle est psychotique forcément, ça peut, mais la plupart du temps, elle a vécu un choc tellement fort qu'il y a une part d'elle-même qui est allée se ranger ailleurs et qui attend que le trauma arrive à sa résolution. Et donc tant qu'elle est là-dedans, la personne ne peut pas vraiment goûter aux sensations de son corps, elle ne peut pas vraiment goûter aux émotions de la vie qu'on expérimente quand on est pleinement associé à la joie, mais aussi à la colère, à la tristesse et tout ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vraiment embrasser toutes ces émotions. Ça ne veut pas dire les développer encore plus et se permettre d'avoir des comportements pas cool du tout avec les autres, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça veut dire accepter notre nature humaine, simplement. Donc, Pierre Janet observe ça, et il se rend compte que pour travailler avec ces personnes, il faut d'abord les stabiliser. C'est-à-dire que quand une personne est dissociée, on ne peut juste pas travailler avec elle, parce qu'elle n'est pas tout à fait là. Ce qui est là, c'est juste le masque qu'elle projette à l'extérieur pour pouvoir fonctionner. Et elle peut fonctionner comme ça toute une vie. Il y a des personnes qui sortent de cette vie toujours en état de dissociation, en n'ayant jamais vraiment recouvré cette proximité de se sentir dans le corps, c'est-à-dire les nerfs vagues, ce que ça me fait à l'intérieur, ça se serre, ça s'ouvre, qu'est-ce que ça veut dire, quelle émotion je ressens, comment je suis en relation avec les autres, comment on se met en relation les uns avec les autres et comment j'avance. Donc il y a vraiment ce truc où on peut être très reconnaissant à Pierre Janet, même si ça a mis du temps, parce qu'en fait c'est seulement ces dernières années que les thérapies de 4e vague ont été lancées, donc les approches psychocorporelles, et lui il est mort en, je ne sais pas de tête, en 1947. Donc il y a du temps qui a coulé sous les ponts. Après, en même temps, il y a Freud. On doit beaucoup de choses à Freud, bien évidemment, parce qu'il
il a permis de faire en sorte que la psychologie moderne existe, c'est-à-dire que par la renommée qu'il a donnée à ce travail d'introspection, il a permis de faire en sorte que le monde entier s'y intéresse et se dise, tiens, c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe dans l'âme et d'essayer de comprendre. Donc ça, c'est aussi conjoint avec cette histoire d'obusite dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire d'apprendre à reconnaître les troubles dont on souffre et d'apprendre que c'est normal, quand on ne va pas bien, d'aller voir quelqu'un avec qui on va essayer d'aller mieux. Que ça ne veut pas dire qu'on est un malade mental, ça n'a rien à voir. Et donc Freud a fait ce travail-là. Pour autant, il est allé beaucoup trop loin dans le mental, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il a fini par devenir obsédé de sa propre obsession et à ne plus trop voir le corps. Après, c'est l'histoire, la psychanalyse, donc c'est très bien que ça a existé. À titre personnel, je préfère vraiment Carl Gustav Jung, qui est aussi contemporain et qui, lui, est allé explorer dans toutes les directions. C'est-à-dire qu'il a exploré la sagesse chinoise, indienne, il a écrit un bouquin comme ça sur la psychologie et l'alchimie. Il s'est intéressé à toutes les traditions et il a essayé de voir en quoi toute cette fécondité de recherche du monde pouvait infuser la psychologie et en faire quelque chose de vivant et de moderne. Et son apport est vraiment majeur parce que c'est son apport qui a permis ensuite l'éclosion via plein d'autres courants, notamment Wilhelm Reich, que j'aime beaucoup, qui est à l'origine de l'école de psychologie biodynamique. Wilhelm Reich, il est aussi contemporain des deux premiers, et son travail, c'est principalement d'aller voir ce qui se passe dans le corps. Il a développé la notion de cuirasse. La notion de cuirasse, à son époque, c'était peut-être un petit peu mystérieux, mais aujourd'hui, où on connaît beaucoup plus de choses sur le fonctionnement du corps, et aujourd'hui, ce qu'on sait sur le corps, c'est que tout autour, il y a les fascias, que les fascias, quand on a de la rigidité ici, ça devient rigide dans le corps. C'est-à-dire que les fascias, qui sont des structures faites de collagène, c'est de la fibre avec du collagène, à travers lesquelles circulent des informations. Quand je vous ai fait tapoter tout à l'heure les petits départs de méridiens, c'est dans les fascias que ça circule, c'est-à-dire que les grands courants de méridiens passent dans les fascias. Si on se fige à l'intérieur, ça se fige dans les fascias et le corps finit par devenir vraiment une prison. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des douleurs dans le dos, après on a des articulations qui se bloquent, ça se fiche dans différents endroits, c'est de plus en plus difficile à faire bouger, et en fait tout part de ça. Des émotions qui se coincent, qui créent ces cuirasses. Et le mot il est vraiment bien trouvé, parce que je ne sais pas si vous avez déjà enfilé une cuirasse, c'est lourd à déplacer. Donc vivre dedans au quotidien, c'est pas très cool. Après, il a eu quelques petits soucis pendant sa carrière. Il a été obligé de partir aux États-Unis à cause des persécutions au moment de la Seconde Guerre mondiale. Il a beaucoup travaillé sur la sexualité, sur l'orgone, et il est allé vraiment loin. Et puis en fait, ce qu'il faisait, c'était tellement novateur qu'on lui a reproché beaucoup de choses. Mais bon, ses travaux restent incroyablement pertinents encore aujourd'hui et ont été poursuivis par d'autres et ont permis vraiment la naissance des approches psychocorporelles d'aujourd'hui. Donc on lui doit beaucoup. Après, je vous ai parlé tout à l'heure de la théorie de l'attachement. Donc ça, c'est les Anglais, on peut les remercier parce qu'ils nous ont permis de comprendre que c'est l'amour en fait qui fait la réparation. Quand ça se passe bien dans l'éducation et que le bébé, l'enfant, l'adolescent vit un moment difficile, s'il y a réparation avec le parent, c'est-à-dire même si le parent est un peu soupolé, comme on dit, ou qui pique des crises de colère, ou peu importe, s'il y a réparation après, ce qui va se coder dans le programme intérieur, c'est même quand ça ne va pas, ça peut se réparer, je peux aller mieux. Et ça, c'est un cadeau éducatif. Parce que du coup, quand on va être adulte, on va sentir que même quand je suis dans un moment difficile, j'ai confiance dans le fait qu'à un moment donné, ça va aller mieux, je vais pouvoir me réguler parce que je l'ai déjà vécu. C'est pour ça que le câlin, c'est pas juste pour se faire du bien tout de suite, c'est pour se faire du bien aussi plus tard. Donc c'est hyper important. Et c'est hyper important même quand on est devenu adulte et qu'on a développé nos petits programmes automatiques et tout ça, parce qu'on est en permanence en train de fonctionner à travers ce système de neuroception, de ressenti émotionnel avec l'autre. Et donc à travers le toucher, à travers la connexion à l'autre, à travers le câlin, à travers le cœur qui fait ressentir son champ d'énergie sur l'autre, on répare. On est en permanence en train de réparer notre attachement si on se donne la possibilité de vivre ça avec d'autres. Donc allez-y, faites-vous des câlins, embrassez-vous, surtout pas hésiter. Voilà, donc ça c'est vraiment hyper important à comprendre qu'il y a ce truc qui est tellement simple, à la portée de tous,
et qu'on ne le dit pas assez et qu'il ne faut surtout pas se priver de le faire. Et que personne ne fait. Parce que franchement, ici, moi, même dans mes amis, il n'y a aucun contact physique. Ça se crée, ça se crée. Oui, je sais, moi je fais, à chaque fois Ouais. ils sont choqués. Hein. Ouais. Je les prends, ils me font Ouais. oh. Ça se crée, et ça se crée aussi avec les parents. Moi, j'en faisais vraiment très peu avec mes parents, et j'avais peut-être 40 ans quand je les ai pris dans mes bras, vraiment avec l'intention, en leur disant je t'aime, les yeux dans les yeux, et ça créé un truc qui n'était pas là. Il y avait de l'amour, mais il ne s'exprimait pas comme ça. Et du coup, ils se sont autorisés après à le faire aussi. Donc on peut tous être acteurs de ça. Et c'est vraiment fort. Alors c'est vrai qu'on est sorti de cette période Covid où on revient encore, mais bon, faites-vous confiance, faites confiance à votre système immunitaire. Mais je pense que c'est un peu, pas culturel, mais en France, on est un peu... on n'est pas vraiment tactile et démonstratif émotionnellement, en tout cas. On a assez... Il ne faut pas montrer les émotions, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas se montrer faible. Pour eux, c'est faible si on pleure, si on Encore est une triste. fois, on fait partie de la génération qui est en train de changer ça. Donc il faut vraiment y aller. Pour les enfants qui vont venir après et qui vivront autre chose, et encore pour ceux d'après, on est fait pour retrouver ça. Le toucher, il a toujours été là. Il est essentiel, il est vital. Et ce qu'il crée dans le cerveau, dans le cerveau de l'estomac, dans les neurones qui sont autour du cœur et ceux qui sont ici, tout ce que ça fait à l'intérieur, c'est ultra bénéfique. Ça crée de la résilience, ça crée les hormones du bien-être. Et il y a deux personnes que j'aime beaucoup qui s'appellent Rick Hanson et Dawson Church, qui ont beaucoup travaillé sur les neurohormones de la félicité, et ils expliquent beaucoup ça. C'est-à-dire que par le toucher, par la méditation, par la compassion, par l'ouverture aux autres, on déclenche l'usine de production de neurohormones de félicité, et c'est un truc qui embrase complètement. Et plus on le fait, soit simplement, si on est seul, par la visualisation, la méditation, quand on est chez soi, et on pense à quelqu'un qu'on aime et on sent son cœur qui s'ouvre et on est en train de penser à cette personne et on écoute une petite musique de méditation. On fait ça un peu tous les jours où on s'entraîne à ressentir de la gratitude. La gratitude, c'est pas que parce qu'on vient de me donner quelque chose, c'est... En ce moment, j'ai de la gratitude parce que je suis dans le magnifique centre de Jasmine, qui est mon amie, que j'aime beaucoup. Il y a ces petites lumières au-dessus de ma tête qui font qu'on se voit, c'est-à-dire qu'il y a de l'électricité qui a été produite par quelqu'un, il y a quelqu'un qui a inventé cette capacité à produire de l'électricité, quelqu'un qui a fabriqué ses portes, ses fenêtres. Tout ça, j'aurais pu naître nu dans la jungle, je ne l'aurais pas autour de moi. La conférence serait beaucoup plus difficile à donner. Donc je suis plein de reconnaissance pour ça, pour les moyens de communication qui ont permis que vous soyez là, pour le fait qu'il y ait eu dans votre vie le désir de vivre ce moment-là, parce que ça vous a parlé d'une manière ou d'une autre, et que ça va peut-être se diffuser encore d'une autre manière avec les personnes que vous allez voir ensuite. Et voilà, tout ce truc de... La gratitude, c'est le jour qui se lève, c'est le ciel bleu au-dessus de la tête, ou même la pluie si elle est là, parce que la terre en a besoin. C'est être capable de prendre en compte le fait que rien n'est acquis dans la vie. Tout est là, et c'est merveilleux que ce soit là, et tout pourrait disparaître. Pour autant, là tout de suite maintenant, c'est là. Et il y a une phrase que j'avais entendue une fois dans je ne sais plus quel film, mais ça m'avait bouleversé. C'était un homme mourant en train de parler avec sa femme qui était à son chevet, et elle était bien évidemment très triste qu'il soit en train de mourir, et il l'a regardée, et il lui a dit: tu n'as besoin de rien, tout est là. Alors que c'est lui qui était en train de décéder. Et j'ai trouvé ça très très fort. Donc voilà, ça c'est une belle leçon, une phrase très efficace. Pour continuer avec toutes ces personnes dont j'admire le travail, il y a Carl Rogers et Gabor Maté, qui sont des psys qui ont travaillé sur une forme de compassion radicale. C'est-à-dire que chez les psychanalystes, le patient s'assoit dans son canapé, on lui tourne le dos, on n'est pas là, et on écoute, et puis c'est tout. De temps en temps, on dit un petit truc. Donc c'est très détaché. On n'est pas du tout dans la compassion radicale, là, on est dans la séparation. La compassion radicale, c'est en séance, le psy est avec son patient parce qu'il sait qu'il y a la neuroception, et que même si les psychanalystes et qui se disent je ne dois pas le faire, c'est dans ta tête, Coco. T'as pas d'un seul coup fait disparaître tes nerfs vagues.
Donc même si tu te l'imagines, tu ne peux pas, on ne peut, c'est impossible de vivre séparé de ce monde. Nous sommes ce monde. Il y a une phrase de Rumi qui dit « Nous ne sommes pas la goutte d'eau dans l'océan, nous sommes la goutte d'eau qui contient tout l'océan ». C'est-à-dire que le monde, il est à la fois extérieur et intérieur. Tout est interconnecté, nous sommes parcourus de flux, nous sommes faits de poussière d'étoiles. Et c'est une réalité physique et énergétique, permanente. On ne peut pas sortir de ça. On est tous ensemble dans ce même navire. Donc ça nous invite à le sentir à l'intérieur de soi et en faire quelque chose de beau. Et donc quand Carl Rogers ou Gabor Maté parlent de ça, en gros ce qu'ils disent c'est que le jour où ils ont compris qu'en étant pleinement dans l'expérience thérapeutique avec la personne qui est là avec eux, dans un cœur pleinement ouvert, dans un ressenti de cette neuroception, de ce que ça fait à l'intérieur, des intuitions qui viennent parce qu'on ressent dans son corps ce qui se passe dans le corps de l'autre et vice-versa, c'est là que le travail thérapeutique peut se faire parce que du coup la personne se sent écoutée et que ça commence par ça, se sentir vraiment écouté en profondeur par quelqu'un qui est là. Donc ça, merci. Après, il y a Francine Shapiro, le MDR, qu'elle a découvert un peu par hasard en se baladant en forêt. Elle regardait les merveilles autour d'elle, comme ça, et elle s'est rendue compte que ce qu'elle ressentait intérieurement s'apaisait. Donc, elle a observé ça, et on a fait cette magnifique création qui est le MDR, l'alternance du mouvement rythmique des yeux, qui ensuite a donné aussi la thérapie mosaïque, où là, on va utiliser les doigts. Toute forme d'alternance en fait, qui fait passer l'information du cerveau gauche au cerveau droit, cerveau gauche au cerveau droit. Ça remet le cerveau dans une sorte d'état de transe qui est à peu près analogue à ce qui se passe quand on est dans le sommeil paradoxal. Et dans le sommeil paradoxal, c'est le moment où on est en train de ranger plein de choses, réencoder plein de choses, donc c'est un état de très grande suggestion. Et ça fait baisser aussi l'activité de l'amygdale cérébrale. Il se produit à peu près la même chose quand on fait de l'EFT, quand on actionne les points de départ de méridien. C'est-à-dire que le fait de taper, quand je suis en train de taper comme ça, il y a ça qui reçoit une information sensorielle, ça qui reçoit une information sensorielle. L'action thermodynamique crée un courant électrique qui passe dans les fascias, qui va cibler un organe. Comme je suis en train de faire ça et que c'est assez rythmique, mon cerveau se cale sur ce mouvement-là. Je suis en train de faire un mouvement, donc mon cerveau est occupé à faire ce mouvement. Je parle en même temps, donc mon cerveau se représente ce dont je suis en train de parler, parce que le mot, c'est d'abord une forme, c'est comme une note de musique. C'est rien, c'est la, si, do, sauf que ça a un sens. Donc mon cerveau est en train de... Tiens, il y a le son, je le transforme en concept, qu'est-ce que la phrase veut dire, mais je suis un peu en état d'hypnose parce que je suis en train de tapoter et que du coup je me perds un peu, et boum, il rentre dans cette espèce de petite transe hypnotique dans laquelle, puisqu'il est dans ce mouvement rythmique-là, il peut reconfigurer les choses. Et c'est comme ça qu'on transforme des croyances, qu'on fait baisser ou disparaître des phobies, qu'on va travailler sur ces petites parts dont je parlais tout à l'heure qui ont besoin de se réguler, et que peu à peu par ce travail-là, on commence d'abord par s'occuper de tout ce qui ne va pas bien dans notre vie et qu'on a envie de transformer, et à un moment donné, là on se dit, maintenant je vais bien, et ben j'ai envie d'aller très très bien. Et là on commence à travailler, mais ça on le fait tout seul après. On se fait des méditations, on travaille sur développer le cerveau de la félicité, Bliss Brain. Et le cerveau de la félicité, et ça je vous le dis, d'expérience vécue intérieurement, quand on commence à ressentir la circulation de l'énergie et que ça monte jusqu'en haut, qu'à un moment donné c'est là, et que ça explose dans la tête, mais c'est un orgasme intérieur. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que ça vous remplit complètement, tout le corps est traversé de cette énergie, et quand on ressort de sa méditation, on a le cœur qui est apaisé, plein d'énergie partout dans le corps, et on n'a qu'une envie, c'est d'aller diffuser ce bien-être partout dans le monde. Donc ça, c'est l'étape ultime de ce travail qui commence par connais-toi toi-même, découvre qui tu es, comprends comment tu fonctionnes, travaille sur tes émotions, sur ton corps, sur tes libérations émotionnelles, tout ce que tu as besoin de faire, et puis ensuite va sur la marche d'après, pour que ça soit encore mieux. Parce qu'en réalité, si nous sommes ce corps qui peut ressentir, c'est-à-dire le plus grand organe du corps, c'est la peau. Des milliards de capteurs qui sont là pour nous faire ressentir chaque chose en profondeur, pour nous interconnecter avec le monde. Les yeux, les oreilles, tous les sens et la peau, tout ça, c'est fait pour ressentir du plaisir. Mais, quand ça ne va pas, on ressent de la douleur et de la souffrance. Donc, ça ne veut pas dire qu'on peut les supprimer, mais qu'on peut les réguler, pour s'entraîner à aller de plus en plus dans des endroits où c'est chouette. Et quand on fait ça,
C'est pas du tout une vision égoïste ou égocentrique de la manière de considérer le monde, c'est honorer l'espoir de vie qui nous a été transmis par nos parents. Parce que dans cet espoir de vie, il y a un désir que ça aille bien. Quand on fait des enfants, c'est avec cette pensée-là en tête. D'abord parce qu'on l'a reçu et qu'on s'autorise à le transmettre. Et le mieux que je puisse vous souhaiter, et on va terminer là-dessus, c'est de vous faire le plus grand bien, d'aller vers un maximum de plaisir en allant travailler sur votre cerveau de la félicité. Et je vous remercie d'être venu. Voilà. Et je suis content, j'ai terminé.